Alors dans ces cas-là, je vais inviter nos invités de la première table ronde de venir prendre place ici derrière moi pour pouvoir évidemment commencer le sujet. On va partir sur le thème suivant, l'agilité au service de l'innovation. Et ce sera évidemment l'opportunité d'accueillir avec nous des spécialistes, des témoins de cette journée. Alors, excusez-moi, on a la présence pour ce premier défi de Dominique Rera, consultant chez DR Conseil. Franck Selve, vous occupez de l'entreprise IVS, Intelligent Vidéo Software. Et puis Gauthier Testu, président de My Blockchain Company. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes un peu plus, vous êtes venu accompagner. On fera connaissance également tous ensemble. Et Eric également. Peut-être, Eric, pour gagner un peu de place, on peut peut-être aller au central. On sera plus à l'aise. On va profiter, on a des sièges. Donc ça va, tout va bien. Alors, je vais vous inviter déjà par faire un premier tour de table. De vous présenter, on va commencer par My Blockchain Company. Juste votre nom, votre prénom et l'activité que vous représentez. Enchanté. Oui, bonjour. Parti. Alors Romain Richard, moi je suis le responsable technique en fait de My Blockchain Company. Je porte les projets l'aspect technique des projets. Voilà. Super, très bien. Juste à côté. Bonjour à tous, Gauthier Testu, je suis le CIO de My Blockchain Company. Merci beaucoup. Eric, vous connaissez déjà. Je vous en prie. Bonjour, Dominique Rera, je suis consultant et manager de transition de projets complexes, qu'ils soient de transformation, d'innovation ou de retournement. Bonjour, Franck Selve, fondateur de Intelligent Video Software, plus communément appelé IVS. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Alors, vous connaissez déjà leur nom, plus ou moins leur activité, vous les avez ici sur le titre. L'un des buts pour nous, c'est également de connaître un peu l'éventail du public qu'on a. C'est-à-dire que vous avez été nombreux à vous inscrire. Eux, ils ont besoin de savoir aussi qui vous êtes. C'est un peu un échange qu'on souhaite organiser. Alors, je vais vous demander de jouer le jeu à main levée comme ça. Si vous rentrez dans la catégorie, par exemple, quels sont ceux qui représentent une entreprise aujourd'hui, qui sont venus pour représenter leur entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, levez la main. Start-up également, vous êtes en cours de création d'entreprise. Super, merci bien, merci bien. Les organismes de formation, est-ce qu'on a des organismes de formation qui sont avec nous ? Ah, vous êtes nombreux, les organismes de formation, c'est bien, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on a des universitaires qui sont avec nous, chercheurs, professeurs en université, étudiants ? Non, alors le volet universitaire, on ne l'a pas avec nous, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on a ceux qui représentent plutôt le domaine institutionnel ? Levez la main avec nous. Super, voilà, très bien. Vous êtes ex-aequo avec les formateurs pour l'instant, et les chefs d'entreprise, c'est pas mal, c'est bien réparti. Toutes les structures de développement économique, développement de manière générale, levez la main. Ça peut rentrer dans les deux catégories, évidemment, mais parfois c'est un peu à part, que ce soit associatif, superbe. Est-ce qu'il y a des catégories qu'on n'a pas citées ? Ouais, dites-moi. Tout ce qui est branche, représentant de branche, c'est ça ? Alors, c'est ça, non ? Dites-moi les catégories. Les représentants de branche, est-ce qu'on a des représentants de branche un petit peu ? Non ? Non, pas avec nous. Oui, merci bien. Alors, est-ce qu'on a des catégories qu'on n'a pas citées, éventuellement ? Et les organisations syndicales, c'est un peu ce que je pensais. Levez la main, les organisations syndicales. Ah, c'est bien, on en a 2, 3, superbe. Merci beaucoup de vous prêter au jeu. Est-ce qu'il y a encore des personnes, une catégorie qu'on n'aurait pas citée ? Voilà. C'est bien, surtout, n'hésitez pas à intervenir. Alors certes, on a mis l'application, si vous me voyez voyager sur mon téléphone, c'est pas que je réponds à ma famille, loin de là, c'est que évidemment j'ai des informations qui arrivent, notamment sur vos arrivées, sur vos questions. Et vous avez également Nicolas qui est juste ici, et qui se prête au jeu du micro pour l'échange avec nous, si vous voulez profiter également de nos échanges tout au long de cette matinée. Avant de démarrer les échanges entre nous, et je vois qu'elle est arrivée, donc je vais en profiter pour l'accueillir comme il se doit, on a la chance, on a demandé à quelqu'un d'avoir un regard un peu extérieur à travers son expérience, d'avoir un peu le rôle de grand témoin et qui à la fin qui va avoir la charge, cette lourde responsabilité d'avoir un esprit de synthèse à travers son expérience et à travers également son ressenti sur les propos qu'on aura échangés tout au long de la matinée. Alors, je vais vous demander de vous lever si ça ne vous dérange pas et je vais tenter de vous présenter en quelques mots. Vous êtes avocate et cofondatrice du cabinet BRM. Vous êtes également vice-présidente de l'Association française des correspondants aux données personnelles et déléguée nord de cette structure. Alors, il faut savoir que vous êtes certainement l'une des premières avocates à être spécialisée dans les
technologie de l'innovation et en particulier sur la data depuis 1995. D'ailleurs, le mot Internet n'était pas pleinement défini, que vous étiez déjà totalement concerné par ce sujet et vous accompagnez évidemment beaucoup d'entreprises dans leur logique d'innovation, technologie permanente. Et alors, vous m'avez dit une phrase qui me permet de recentrer peut-être encore davantage votre esprit. Non seulement vous accompagnez les entreprises innovantes, mais en plus de ça, vous la vivez pleinement et vous l'appliquez totalement à votre cabinet. Voilà, ça vous va ? Eh ben, je vous propose de l'applaudir parce que c'est une lourde responsabilité de celle de nous accompagner tout au long de cette matinée. Alors, je vous propose de faire connaissance, évidemment, avec nos intervenants. Et j'ai envie de commencer par le duo de choc My Blockchain Company. Merci d'être avec nous. J'ai posé la question, est-ce que vous êtes arrivé? Parce qu'il faut préciser que vous venez d'Amiens et il y a des petits soucis sur la route. Alors, expliquez-nous un petit peu, justement, vous êtes cofondateur parce que... Ouais, on est cofondateurs, on est 3 associés. Il y en a un qui n'est pas là. Et on a créé My Blockchain Company en avril. Du coup, c'est une jeune start-up. Notre but, c'est vraiment d'identifier et de développer pour du B2B, des professionnels, des besoins en blockchain, en fait, en technologie blockchain. Donc, on est vraiment sur l'identification, de l'accompagnement et du développement de services. Alors, ce que je vous propose, c'est le premier exercice, parce que on l'a vu, hein, tout le monde n'est pas un spécialiste du digital. Vous allez nous préciser ce que veut dire blockchain. Alors, je ne sais pas qui, je vous laisse choisir entre vous. Alors déjà, il serait intéressant pour commencer de savoir si dans l'assistance, si blockchain déjà ça parle. Ouais. Levez la main ceux qui se disent je maîtrise la notion de blockchain. Allez. Ok, c'est pas mal du tout. En fait. Voilà, c'est pas mal, hein, franchement. Ouais, vous êtes à un peu moins de la moitié, mais c'est pas mal. Donc, franchement, c'est. Donc, pour faire très simple, en utilisant des mots pas techniques justement, et c'est là où tout le problème se pose avec cette technologie. La blockchain, c'est une technologie aujourd'hui qui est protocolaire, donc une technologie qui est comme à l'époque de l'Internet. C'est souvent l'exemple que je prends. À l'époque de l'Internet, on parlait d'une technologie, par exemple le TCP/IP, qui est un protocole de communication. D'accord ? Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde utilise Internet sans pour autant connaître le protocole TCP/IP. Aujourd'hui, la blockchain, on va considérer qu'on en est à peu près au même niveau protocolaire. C'est-à-dire que c'est une technologie qui va nous permettre de faire des choses. On va s'en servir pour faire de belles choses, mais le particulier, à terme, n'aura pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans la technique. La blockchain, aujourd'hui, c'est une technologie qui va nous permettre de renforcer le tiers de confiance à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, on va pouvoir, demain, faire du transactionnel de manière sécurisée, rapide, peu onéreux, parce que c'est aussi un des objectifs, de manière infalsifiable, et ça c'est un des gros avantages, et le dernier gros avantage de la blockchain, c'est qu'il est transparent. C'est-à-dire que demain, on peut imaginer qu'il y ait des registres tout à fait transparents, des registres d'État par exemple, dans le cadre de... Quand l'État donne des bourses ou donne j'ai perdu le mot, des subventions, voilà, par exemple, on peut imaginer que ces subventions seront distribuées à travers une blockchain d'État. Mais là, le gros avantage pour le public derrière tout ça, c'est de pouvoir évidemment tracer un petit peu, de manière curieuse ou informelle, de se dire, voilà, aujourd'hui, l'argent de l'État, il est distribué de manière logique, il est distribué de manière égale, et je peux vérifier que les biens qui sont distribués ne finissent pas dans la poche de certains ou pas d'autres. Voilà. C'est un peu ça. Donc, il faut contextualiser. Aujourd'hui, la blockchain, on en est au balbutiement, c'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau. Ça a une dizaine d'années, mais on commence seulement à en parler vraiment, vraiment depuis 1 an, 2 ans maintenant. Et notre rôle à nous, en tant que jeune entreprise qui est spécialisée dans cette technologie, c'est justement d'amener le domaine applicatif. C'est de répondre à des sujets aujourd'hui qui sont réels. On bosse beaucoup dans le supply chain, on bosse sur des projets comme ça où il y a des vrais besoins. Alors, juste avant d'aller plus loin sur les applications, ce que offre votre société, My Blockchain Company, je voudrais juste savoir si c'est plus clair ou pas. Levez la main ceux qui qui peuvent se dire voilà, j'ai tout compris. Voilà. Parce que souvent les questions, qui a encore des doutes d'avoir compris ce que c'est qu'une blockchain?
Soyez pas timide, hein, ouais, n'hésitez pas. Est-ce que je pense qu'on a besoin de contextualiser un petit peu. On a bien compris que c'était décentralisé, mais techniquement, ça se passe comment? Parce qu'on se dit, on parle de dossiers d'État qui se retrouvent à disposition, c'est bloqué dans une machine. C'est bien d'expliquer justement ce qu'on appelle la chaîne de blocs, justement, comment ça se matérialise très exactement. Alors ça c'est pareil, c'est un bel exercice. Comment ça se matérialise? La blockchain, si je comprends bien la question, ce que vous voulez savoir, c'est comment elle fonctionne intrinsèquement. Exactement, c'est-à-dire que je pense pour comprendre la blockchain, on a besoin de matérialiser un petit peu de technique malgré tout pour comprendre cette idée. Pourquoi c'est fiable? Pourquoi c'est décentralisé? Et le fait que ce soit décentralisé, ce qui en fait quelque chose de fiable parce qu'appartenant à tous. Voilà. Alors, c'est sur le rail. Sans support visuel, l'exercice il est vraiment sympa. C'est d'imaginer. Alors, comment ça se passe? Alors, on a un bloc d'information, blockchain, hein, donc chaîne de blocs, vous imaginez. Donc, on le matérialise comme on veut, mais bon. Un bloc, c'est une quantité de données qui va être enregistrée par cette fameuse blockchain, d'accord? Elle va enregistrer les transactions. Alors, on parle un petit peu de crypto-monnaie. Je vais faire juste un petit parallèle sur la blockchain Bitcoin, que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous. La blockchain Bitcoin est une blockchain parmi beaucoup d'autres blockchains et le Bitcoin est une crypto-monnaie parmi beaucoup de crypto-monnaies existantes aujourd'hui. Bref, la blockchain Bitcoin, on va en prendre celle-là pour exemple parce que c'est la plus simple en fait finalement pour le fonctionnement parce qu'elle ne permet d'enregistrer que des transactions en Bitcoin au sein de sa blockchain. D'accord ? Donc l'idée, vous avez un bloc, dans un bloc, on va enregistrer un certain nombre de données. Donc ces données, c'est quoi? C'est le propriétaire d'un Bitcoin ici a envoyé un autre Bitcoin là-bas, etc. Donc c'est les adresses. Les adresses, c'est des suites de chiffres et de lettres. C'est pas quelque chose de très sexy. Et on va enregistrer ça. Toutes les 12 minutes et demie ou 25 minutes aujourd'hui, un bloc est verrouillé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce bloc va être encrypté mathématiquement. D'accord ? Et il va être diffusé au sein du réseau blockchain. Le réseau blockchain, c'est quoi? C'est un nombre de nœuds qui a tout autour de la planète, qui est, alors là, on va rentrer encore dans la technique, mais qui fonctionne aujourd'hui grâce à des mineurs. Alors des mineurs, évidemment, vous imaginez pas quelqu'un avec une pioche et un casque sur la tête, c'est pas ça du tout. Mais il faut l'imaginer comme ça. Ce sont des mineurs, ce sont des ordinateurs qui font fonctionner le réseau de cette blockchain. Et une fois que ce réseau a vérifié la véracité de ce bloc via un consensus, c'est encore autre chose, mais j'ai l'impression qu'on complique davantage. Non, la partie technique sur la blockchain est vraiment quelque chose de complexe. Ouais, alors, je pense qu'il faut remonter sur les enjeux. Je pense que c'est bien d'expliquer. Oui. Alors, je vais me permettre, vous me corrigerez s'il faut. Peut-être qu'Éric, tu veux expliquer peut-être davantage. Mais ce qui est important, c'est de retenir, c'est que c'est pas logé dans un lieu fixe. C'est pas logé dans une machine, mais c'est bien le fait d'avoir plusieurs lieux qui sont validés à des instants donnés qui font que ce système appartient à tous et qu'il est vérifiable et fiable. Parce que justement, et c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on peut dédire quand on met une crypto-monnaie dans ce lieu-là, comme il appartient à personne et qu'en même temps il est vérifié et assuré, on peut dire que c'est un réseau qui permet suffisamment de créer de l'échange entre eux, qu'il s'agit bien de créer de l'échange entre autres de la monnaie, mais on va voir après qu'il y en a d'autres. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce réseau et qui en fait tout un avenir. Une fois que vous avez créé dans un système planétaire la possibilité d'échanger de manière fiable, que ce soit de l'argent ou alors des données qui peuvent tous nous concerner, notre état civil par exemple, étant donné, vous comprenez bien l'intérêt qu'on peut avoir tous et toutes associés à ce genre de système. Voilà, j'ai résumé, mais grosso modo, c'est ça l'enjeu. Alors, ce qui est incroyable, c'est évidemment, c'est tout le but de votre structure, c'est évidemment de pouvoir imaginer. On parle beaucoup de crypto-monnaie, mais vous le savez, vous, parce que vous connaissez bien, et on le voit techniquement, le principe de blockchain, vous avez imaginé éventuellement comment on peut accompagner les entreprises, y compris en région et bien au-delà, à cette notion de blockchain. Quels sont les enjeux pour eux et quelles sont les applications qu'ils peuvent y trouver. Alors ça, vous avez développé sur plusieurs possibilités d'accompagnement d'entreprise. Oui, tout à fait. On peut partir alors soit des jeunes startups qui souhaitent faire, ou même des grands groupes qui souhaitent faire des levées de fonds en crypto-monnaie. On appelle ça une ICO. C'est un petit peu comme une
IPO en bourse. Du coup, on crée une crypto-monnaie qui va être mise à disposition. C'est du financement participatif de futurs investisseurs contre de l'Ether, du Bitcoin. Ces investisseurs vont récupérer la crypto-monnaie du projet qui sera ensuite valorisée sur une place de marché. Ça, c'est un de nos services. C'est vraiment l'accompagnement de A à Z, l'identification et tout on va dire, l'enveloppe autour des ICO. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, la France se place de plus en plus en tant que régulateur. Parce jusqu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas du tout de régulation. C'était un petit peu tout allait n'importe comment. Et là, de plus en plus, et en Europe, on va devenir, je l'espère, une place forte à ce niveau-là, au niveau des régulations pour les investissements en crypto-monnaie. Mais justement, nous, en fait, notre rôle, c'est aussi de pas uniquement concentrer la blockchain sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies et la blockchain, c'est un petit peu comme Google et Internet. Les crypto-monnaies, c'est juste un usage de la blockchain. Nous, derrière, pour des entreprises, on va développer des solutions, par exemple au niveau assurance. On peut avoir ce qu'on appelle des smart contracts qui vont gérer automatiquement des dossiers. Par exemple, on peut prendre le cas d'agriculteurs. Le smart contract va gérer en se connectant à ce qu'on appelle une source Oracle, comme Météo France. Le smart contract va vérifier que si pendant 30 jours il n'a pas plu, il va forcément valider et lancer une procédure d'un remboursement, une subvention, pour en aide par rapport à la météo. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Ensuite, on peut être sur la traçabilité produit pour la supply chain. Carrefour a lancé sa propre blockchain récemment avec IBM. Walmart suit également pour la traçabilité des produits. Vous pouvez voir certains produits chez Carrefour avec un QR code que vous scannez et ça vous indique vraiment toute la traçabilité du produit. Par exemple sur des œufs. Alors d'ici quelques années, on aura peut-être la photo de la poule qui aura pendu les œufs. Et même après sur la traçabilité de produits de luxe, on est aussi sur un sujet comme ça pour vraiment limiter la contrefaçon. Il y a vraiment tous les secteurs, beaucoup de secteurs de l'activité vont être touchés par la blockchain. Ça va demander à se réinventer un petit peu. Le secteur de la santé également, par rapport aux données des patients. À la fois, quand vos données sont maintenant transmises ou autres, avec la blockchain, dans un futur, vous pourrez être récompensé peut-être en crypto-monnaie quand vous décidez de soumettre vos données et aussi savoir qui a accès en donnant accès, soit votre médecin ou autre. Voilà, c'est un petit peu tous les sujets qu'on traite en ce moment. Alors c'est intéressant, c'est de voir l'éventail des applications possibles, parce qu'on a toujours l'idée quand on met blockchain d'avoir les crypto-monnaies derrière, et vous voyez bien à quel point ça peut avoir une application au sens large dans notre quotidien. Un petit commentaire que je reçois sur l'application pour envoyer éventuellement vos commentaires sur nos échanges. On précise une petite précision sur la notion de blockchain. On l'a dit, mais on va réappuyer dessus, c'est que chaque information est vérifiée et revérifiée par l'ensemble des contributeurs, c'est-à-dire que tout à chacun, c'est ce qui en fait tout le système des plus fiables, c'est que tout est vérifié et revérifié derrière et que tous les contributeurs contribuent à cette vérification. C'est un des éléments essentiels de la blockchain. Je reviens, n'hésitez pas d'ailleurs à envoyer si vous avez des questions, si vous voulez envoyer des commentaires. Je reviens un peu à votre parcours parce que c'est une aventure extraordinaire. Quand on a la chance d'avoir une start-up qui a quelques mois d'existence, ça démarre le mois d'avril. Vous êtes issu de quel parcours d'études Moi, je ne suis pas du tout issu parcours technologique. Ouais. J'ai fait mes études à Lille, à l'ISEG, donc en marketing et communication. Et après, on est vraiment, depuis plusieurs années, on s'intéresse à cette technologie. Donc, on est, pour ma part, avec mon deuxième associé, vraiment autodidacte dessus. On s'est penché pour comprendre un maximum. C'est vraiment une passion. Voilà. Et Romain, lui, a un parcours un peu plus, on va dire, technologique. Moi, c'est pas tech à la base, j'ai une licence en mathématiques et j'ai fait un petit peu de cryptographie aussi, donc c'était une continuité entre guillemets un peu logique, même si je suis passé par pas mal de choses entre deux. Puis voilà, j'ai été développeur informatique, donc du coup, voilà, c'était quelque chose qui me passionnait pas mal. Ouais. Ça va être le propre d'ailleurs de la deuxième table ronde, de voir à quel point on attire des compétences qui ne sont pas forcément dédiées au départ au métier du numérique, et on va en parler tout à l'heure. Alors, votre aventure se déroule à Amiens. Vous êtes soutenu également. Comment s'est passé le financement, le démarrage? Comment se passe le démarrage de votre activité?
Alors, nous, on est hébergé en pépinière d'entreprise par la CCI, donc Amiens Le Lab, pour ceux, s'il y en a qui connaissent. Nos bureaux sont là-bas. Le financement, c'est la Caisse d'épargne qui nous a suivis simplement sur le démarrage de notre activité. Ça n'a pas été forcément évident de leur faire comprendre un petit peu où est-ce qu'on voulait aller avec tout ça. Parce qu'on est quand même sur un sujet un petit peu, comme on le disait, ouvert à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on peut aider un petit peu n'importe quelle entreprise à fonctionner. Alors bien sûr, on ne pourra pas mettre de la blockchain à toutes les sauces, il ne faut pas non plus essayer de mystifier le truc en disant on va mettre de la blockchain partout. Non, la blockchain aura un intérêt dans beaucoup de choses, mais pas partout non plus, clairement. Mais voilà, donc notre démarrage, il se fait comme ça. On a la chance aujourd'hui d'avoir des entreprises qui viennent à nous. C'est-à-dire que notre démarchage n'est pas concrètement mis en place, parce qu'aujourd'hui, le réseau des pépinières et le réseau de la Chambre de commerce et d'industrie, surtout d'Amiens, et puis des entreprises un petit peu fortes de la région et divers after-work où on traîne nos guêtres un petit peu pour se faire connaître, finit par avoir un intérêt, parce que du coup les gens viennent vers nous. C'est bien quand on démarre une start-up et que vous n'avez pas besoin de vous faire connaître et qu'on vienne à vous. C'est tout l'intérêt. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? N'hésitez pas. Si vous voulez en savoir davantage sur l'activité de My Blockchain Company, je vais demander à notre expert justement qu'est-ce qui ressort de cette premier témoignage. Oui, déjà bravo pour l'initiative, parce qu'en effet on a besoin de rendre ça concret, et on en entend beaucoup parler, notamment des crypto-monnaies entre autres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un besoin d'accompagnement. La première chose, le premier constat, c'est qu'en effet il y a une problématique cruciale. On parle de tiers de confiance. Aujourd'hui, la question du tiers de confiance, notamment dans des transactions privées, est indispensable. On a besoin en effet de s'assurer des échanges. On parle de traçabilité, c'est un autre élément clé. On a entendu sur tout ce qui est agricole les scandales qu'il y a pu y avoir. On parlait des poules là tout à l'heure, mais c'est vrai que si on prend nos amis les poules, il y a eu quand même des scandales invraisemblables. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin du public, mais pas seulement du public, dans l'industrie de manière générale, dans le B2B, une meilleure traçabilité de ce qui se fait. On l'a encore entendu avec Lactalis, et on voit la difficulté qu'ont notamment la grande distribution à trouver les lots, etc. Donc on voit bien que c'est un enjeu réel. Le deuxième élément, c'est la plus-value. Sur la plus-value, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Je les reprends. Sécurisé, rapide, peu onéreux, infalsifiable. Je crois que c'est un mot fort, ça, infalsifiable. C'est vrai que dans un monde où les fake news et autres, dérivés nous menacent, alors est-ce que c'est si infalsifiable que ça? Je ne suis pas un expert pour en parler, mais en tout cas, c'est une vraie question de plus-value qu'on peut apporter si on a une technologie qui le permet. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ces questions-là, sont au centre de nos préoccupations à tous, notamment quand on parle de données personnelles, où on doit quand même avoir le souci de savoir ce qu'elles deviennent, qui les manipule. Alors il y a la réglementation, mais par-delà la réglementation, s'il y a des moyens techniques, de vérifier et de s'assurer que c'est le cas, on se portera d'autant mieux. Voilà. Alors, troisième point, et c'est là-dessus qu'on a commencé à discuter, c'est en effet une solution adaptée et disponible. Vous disiez tout à l'heure, ça ne sera peut-être pas mis à toutes les sauces, façon de parler. C'est vrai que la question fondamentale, c'est de savoir à quel moment c'est opportun d'intégrer ce type de technologie. Une technologie n'est qu'un moyen pour une finalité, un enjeu qui généralement est plus large. Donc la question, c'est en situation de réfléchir et de voir précisément ce que cette technologie peut apporter de plus. Moi, je vais être franc, aujourd'hui, je suis un peu sur ma faim. Alors, c'est pour ça que j'étais très heureux d'entendre commencer à entendre des cas concrets. Mais on parle toujours un peu des mêmes exemples, et on a besoin de voir, pour les grands groupes, mais aussi PME, PMI, des choses concrètes pour se dire, oui, aujourd'hui, la blockchain, ce n'est pas juste un concept, une idée, mais c'est bien une réalité pour des entreprises, pour en effet arriver à aboutir à des solutions qui leur conviennent. Alors on sait que c'est des choses qui prennent du temps. Internet a mis son temps, mais ça allait assez vite après. Je pense qu'on vivra, tout le monde connaît un peu la hype courbe, il y a un pic et puis tout d'un coup ça se casse un peu la figure, les effets de mode, et après ça reprend avec un plateau progressif. Je pense que la blockchain vit un petit peu, là il y a eu un moment, certaines critiques, on voit les cours qui montent, jusqu'où probablement ça descendra et puis ça repartira progressivement. Là on parlait des crypto-monnaies, mais c'est vrai que beaucoup de choses se font, c'est encore en balbutiement. En tout cas il y a besoin d'accompagnement, ça c'est évident. Donc bravo pour cette initiative.
Alors, ce qui est intéressant peut-être, c'est justement sur les entreprises qui vous ont approché depuis le mois d'avril, vous en êtes à quel stade? Quelle solution vous leur avez trouvé? Si ce n'est pas un secret, bien sûr, d'État, mais où vous en êtes dans les relations avec vos premiers projets? Le plus long du travail justement sur la blockchain et à l'heure actuelle, c'est vraiment sur l'identification des besoins et l'accompagnement pré-développement. En fait, après, en soi, on va être ça dépend le type de projet et de la solution. Il va y avoir énormément de temps de développement, mais là encore avec beaucoup de clients, on est encore sur l'identification des besoins et être sûr, parce qu'une fois qu'on part dans la brèche, pour changer, ce sera très très compliqué. Du coup, nous, on est vraiment là, à l'heure actuelle, encore sur l'identification des besoins et on commence le développement de certaines solutions, mais pour l'instant, on ne peut pas en dire plus pour les clients qu'on accompagne. Et par rapport à votre structure, l'importance du développement, c'est-à-dire vous développez pour vos clients ou vous venez accompagner les structures existantes chez vos clients? Alors, on aura deux façons de faire. On aura une structure de développement interne pour nos projets à nous, en fait, parce qu'on a notre boîte à idées aussi et on est en train de développer nos projets perso. Pour les projets des clients, ça va dépendre. Ça va dépendre de leurs ressources en informatique. Comme Gauthier l'a dit, on ne peut pas trop en dire pour l'instant. Il y a des projets qui sont assez volumineux, et tant mieux, mais bon, pour l'instant, c'est des grosses maisons et on n'a pas trop le droit d'en parler. Néanmoins, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que ces structures ont des ressources techniques. Donc nous, on va plutôt faire à ce moment-là de l'architecture et du management de projet, mais chez eux. Donc on va se servir de leurs ressources à eux pour développer, parce qu'il n'y a pas de... Une fois que c'est encadré, après, il n'y a pas de réelle difficulté, entre guillemets. C'est un langage informatique. Si c'est bien cadré, ça pose pas de souci. C'est un peu un avantage, je suppose, aussi, oui. par rapport au démarrage de la structure. Ça nous évite d'avoir des recrutements. Et voilà, donc c'est plus simple de fonctionner comme ça en plus pour nous, pour les gros clients en tout cas. Voilà, je vous propose de les applaudir parce que je suppose que c'est encore assez récent et c'est vraiment une superbe aventure. Et un superbe exercice, évidemment, de pouvoir présenter tout cela avec nous. On va changer, je vais partir avec Franck Selve, cofondateur de IVS Intelligent Video Software. Bienvenue parmi nous. Alors, vous êtes chez vous? Oui, tout à fait, puisqu'on est juste le bâtiment d'en face, donc j'ai juste traversé la rue. Quand on a préparé la première réunion pour présenter les intervenants, j'ai retenu un mot qui vous concerne. Alors je vais vous le dire parce que c'est plutôt un compliment. C'est toujours agréable de. Alors on m'a dit on va accueillir quelqu'un. Alors je l'ai noté. J'ai trouvé ça intéressant. C'est quelqu'un qui a vraiment une capacité de remise en question et qui a un facteur d'agilité exceptionnel. Est-ce que vous correspondez, d'après vous, à cette définition? Ça paraît très prétentieux de le dire. Je pense que je me relève quand je tombe à terre, oui. Ouais. Alors, vous êtes ici et vous avez eu Eric au téléphone pour préparer évidemment cette matinée. Et vous cultivez l'esprit start-up, même si aujourd'hui vous êtes une belle entreprise, pas qu'une start-up. On reste encore une start-up, Ouais. On a 3 ans d'existence, mais on a surtout une culture de l'humain, plus que la culture d'entreprise. Donc on est vraiment dans l'esprit start-up et en mode agile autour de l'humain et des compétences de chacun. Alors, votre équipe, c'est aujourd'hui 22 personnes, c'est bien ça? On est un peu moins maintenant. Un petit peu moins, voilà. La grande majorité sont spécialistes en analyse d'image et développement informatique. Expliquez-nous ce que vous proposez exactement comme service. Alors, notre métier, c'est de mettre de l'intelligence derrière des caméras, de l'intelligence artificielle. Le constat initial, c'était de se dire qu'il y a des milliards de caméras à travers le monde et on stocke des données incroyables partout dans le monde et finalement on ne fait pas grand chose de ces caméras et de ces volumes enregistrés. Donc l'idée c'était de mettre de l'intelligence derrière des caméras et de sortir des produits accessibles pour différents secteurs d'activité. Et le premier secteur d'activité qu'on a focalisé, c'est le retail, le commerce. On est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui le commerce traditionnel a des difficultés face au commerce en ligne, des difficultés d'accueil, des difficultés de compréhension. Et moi dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup pour le e-commerce et notamment sur les outils d'analyse de comportement de clients sur les sites internet où pour des grands, des gens chez qui j'ai eu l'occasion de travailler, on met le bouton orange, on met le bouton vert. Le bouton vert c'est 0,3% de clics en plus. Donc on va mettre le bouton vert partout parce que ça représente 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en fin d'année. Et en fait, sur le e-commerce, toutes les décisions sont prises autour de l'analytique.
Et j'ai eu l'occasion de travailler dans l'innovation pour des grands groupes du commerce traditionnel. Et là, j'ai eu l'occasion de voir qu'en fait, en analytique, on avait juste des outils caisses, mais on savait ce que les gens achetaient, mais on savait absolument pas ce que faisaient les gens qui n'achetaient pas, et surtout ce qui faisaient globalement les gens dans le magasin. L'idée, c'est donc de développer un petit capteur qui se met au milieu des magasins et qui va analyser le parcours des clients dans le magasin à partir de l'image. Donc on va compter les personnes qui rentrent, dire si c'est des hommes, des femmes, estimer leur âge, mesurer le temps de présence dans le magasin, combien de zones ils ont visité, par quelle zone ils sont passés avant d'aller dans quelle autre zone, combien de temps ils sont restés là, zone chaude, zone froide du magasin, bref, tout un tas d'informations quantitatives qui vont permettre d'améliorer les performances du magasin, d'améliorer l'accueil des clients en magasin. Simplement transformé par la compréhension du consommateur. Alors, ce que vous appelez le capteur, c'est une caméra? Alors, j'aime pas le terme caméra parce qu'effectivement, techniquement, c'est une caméra, mais c'est un capteur vidéo, mais on n'enregistre aucune image. En fait, vraiment, la force de notre outil, c'est que l'intelligence est dans le capteur. On a mis l'ordinateur directement dans le capteur, l'image est traitée en temps réel et détruite en temps réel. En fait, on ne stocke aucune image, on ne traite aucune image. C'est simplement l'information de la position de la personne qui est stockée, mais en aucun cas la personne en elle-même. Alors c'est incroyable, j'ai noté quelques éléments de technologie qui m'ont paru extraordinaires. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Alors machine learning, programmation neuronale, intelligence artificielle, data mining, tout ça, c'est concentré, c'est un concentré de technologie. Oui, comment vous avez pu développer ça en quelques années? Alors moi je ne suis pas développeur, enfin je l'ai été dans un passé lointain. On a su s'entourer de talents dans la data au sens large. Donc deep learning, ces termes un peu barbares qui se basent sur des réseaux neuronaux. Pour reprendre la terminologie, le principe c'est simple. Quand vous êtes bébé, votre cerveau accumule tout un tas d'informations. Il va comprendre ce que c'est qu'un écran. Voilà, quand on est bébé, on va voir une télé, puis on va voir un autre écran, un autre écran, un autre écran. Et puis aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un écran. Naturellement, quand vous voyez un écran, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est qu'un verre, vous savez ce que c'est qu'un micro, vous savez ce que c'est qu'un pupitre, etc. Pourquoi? Parce que votre cerveau, vos neurones ont accumulé cette information durant toute votre enfance et durant toute votre vie. Ça se fait naturellement, c'est le fonctionnement du cerveau. En fait, le principe de deep learning, si je prends cet exemple-là, est un peu le même. L'idée, c'est d'apprendre à un ordinateur qui est un bébé, qui n'a aucune connaissance, via un système de réseaux neuronaux artificiels, tout un tas d'informations. Typiquement, si on prend notre capteur pour savoir le profil des personnes qui rentrent, est-ce que ce sont des hommes, des femmes et leur âge, on a fait apprendre à notre système 300 000 photos d'hommes, 300 000 photos de femmes, de tous âges, de toute nationalité. Le système a appris ce que c'était qu'un homme et une femme, n'a pas stocké ces images, a simplement appris l'essence d'un homme et d'une femme. Et quand une nouvelle personne rentre dans le magasin, il est capable, comme nous, êtres humains, de dire si c'est un homme ou une femme, de la même façon que notre cerveau fonctionne. Donc c'est les principes du deep learning et des réseaux neuronaux. Et en fait, on s'est entouré de compétences, notamment des universitaires. J'ai un associé qui est enseignant-chercheur au CNRS et on a recruté essentiellement des Bac+8 en traitement d'images et en data. Alors, on va le voir tout à l'heure sur la deuxième partie, c'est quand même des métiers qui sont fortement en tension, on dit. Vous arrivez à garder vos collaborateurs facilement? Comment ça fonctionne? Alors on a assez peu de turnover, globalement les gens restent puisqu'il y a une bonne ambiance et puis on a une culture de l'humain. Par contre c'est très compliqué de recruter des nouveaux talents. On a certains profils, là on cherche un full stack. Je pense que les 200 startups qui sont dans les mêmes bâtiments recherchent un full stack. Et là c'est hyper compliqué parce qu'ils ont le choix, parce qu'en tant que startup on n'a pas non plus les moyens de payer comme les grands groupes. Et puis la promesse d'une start-up face à 200 autres start-up, c'est un peu compliqué effectivement pour le recrutement. Alors aujourd'hui, pour qu'on ait une idée de la taille de votre activité, aujourd'hui, votre système est intégré dans combien d'endroits Alors globalement, on a signé avec 37 enseignes de la grande distribution aujourd'hui. On est sur un rythme d'une nouvelle enseigne par semaine environ. Et sur des projets de plus en plus volumineux, puisque là on est sur des projets à 200-300 capteurs. On a rejoint un grand groupe qui est BVA, Institut de
de sondage très connus pour cette activité-là, mais qui représentent une toute petite partie. En fait, leur vrai métier, c'est la connaissance du consommateur. Donc nous, on analyse le comportement des consommateurs en magasin. Eux, ils sont spécialistes du consommateurs, donc on s'est vite bien entendu, on a vite vu des synergies, donc on est aussi en train de construire des offres vraiment d'accompagnement des enseignes, parce que la data c'est très bien, mais le constat que je fais c'est qu'aujourd'hui je signe très facilement parce que l'appli elle est sympa, c'est waouh, enfin vous avez carte de chaleur, c'est rigolo, donc on signe très facilement, mais après derrière les enseignes ont du mal à intégrer cette data dans leur process et dans leur prise de décision, et donc l'idée là c'est de construire une vraie offre d'accompagnement des commerçants pour dire bah tiens il faut changer les rayonnages, tiens il faut mettre l'écran là, tiens il faut enlever cet écran ou cette borne interactive, etc. Et donc rentrer un peu plus dans l'opérationnel. Et aujourd'hui, si je prends les dernières signatures, on a signé avec des gens comme Crédit Agricole, comme Pimki, Jules, comme Vinci. Alors Vinci, c'est une autre problématique, c'est sur le smart building, la gestion intelligente des bâtiments, et notamment la détection de personnes quand il y a des alertes incendie ou ce genre d'événement. Être capable de dire où est-ce qu'il y a des gens, à quel endroit du bâtiment il y a encore des gens quand il y a une alerte incendie, ou bien pour faire de l'espace de bureaux partagés, du coworking, et de la gestion dynamique des espaces. L'idée, c'est de réduire le nombre de bureaux, puisque le constat, c'est qu'on a tous un bureau physique, mais finalement, bah, là, vous n'êtes pas au bureau, vous êtes en RTT, vous êtes en vacances, vous êtes en réunion, vous êtes en déplacement à l'extérieur. Bref, votre bureau, vous y utilisez 50% de son temps. Donc, on a tous des ordinateurs portables, on n'a plus forcément besoin d'un bureau physique. Donc, comment on passe d'un immeuble de 10 étages à un immeuble de 7 étages et on réduit la facture énergétique, on réduit le coût opérationnel. C'est comment on aménage tout ça pour rendre les bâtiments plus intelligents. Et on travaille maintenant avec des architectes en amont des constructions de projets immobiliers, justement pour créer des espaces un peu collaboratifs et des espaces de coworking. Et donc l'intelligence artificielle autour de l'image permet de faire ce genre de choses. Avec toujours comme ADN de l'entreprise, le faire de façon totalement anonyme. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais de données personnelles qui sont enregistrées. Voilà, c'est important de le dire parce qu'évidemment, ça fait partie des questions qu'on pourrait se poser. Avez-vous des questions par rapport à cette activité incroyable ? Ah bah, merveilleux. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Evelyne Merchet, Force ouvrière. Merci beaucoup pour cette présentation qui prouve à l'évidence quelque chose qu'on avait déjà découvert donc, lors de la présentation précédente. Mais c'est le besoin que nous avons en innovation sociale et humaine, bien sûr. D'abord, bien sûr, pour faire en sorte de développer l'économie, on le voit, mais également pour éviter certaines manipulations qui peuvent être très dangereuses et surtout pour éviter que la facture sociale, on le voit actuellement, s'aggrave encore. Parce que bon, il faut absolument que chacun puisse comprendre un minimum de tout ce qui est nouvelles technologies, de tout ce qui est intelligence artificielle, de manière à ce qu'on puisse vraiment tous se trouver à un niveau suffisant pour être encore des êtres humains. Que tout le monde soit sur le même bateau quand il s'agit de parler d'innovation technologique. Est-ce que pour l'instant ça va, c'est clair ? Oui, ça va. Donc ça va. On est dans le bon rail. Alors c'est tant mieux, c'est tant mieux. Super. Alors évidemment, c'est à chaque fois un exercice très compliqué, évidemment, pour vous qui maîtrisez ces technologies-là, de pouvoir les rendre accessibles. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est la somme d'applications, mais également sur l'analyse des comportements. Vous l'avez déjà dit au tout début sur ce qui concerne les consommateurs. C'était une brique un peu manquante, un petit peu du dispositif de réflexion. Oui, tout à fait. Alors c'était une brique manquante que moi j'ai pu constater quand j'étais à l'innovation pour des grands groupes. Je pense que la techno n'était pas prête et avant le traitement d'image, le deep learning et toutes les technos modernes de traitement d'image, pour analyser le comportement des clients en magasin, il fallait des usines à gaz en fait. On pouvait mettre des capteurs infrarouges un peu partout, on pouvait mettre des détecteurs de Wi-Fi mais très peu précis, on pouvait mettre tout un tas d'autres technos, mais on ne couvrait qu'une partie du besoin et on avait surtout un coût extrêmement élevé. Et en fait, là où nous on a été innovants, c'est de permettre de faire ça pour un prix modique en fait, grâce à la miniaturisation des ordinateurs et l'augmentation de la puissance des ordinateurs. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau qui permettait de le faire. Ce n'était pas forcément le cas il y a 7 ou 8 ans.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur cet exemple, ce témoignage incroyable. J'ai du mal à matérialiser parce que tout à l'heure vous m'avez dit, pour expliquer, vous disposez votre capteur, un petit capteur au plafond. Un petit capteur au plafond, mais je suppose que il faut, ça, comme périmètre, ça... Alors globalement, enfin je sais pas si vous voyez le petit truc Wi-Fi avec une lumière bleue. Ouais. Bah, on est à peu près la moitié en niveau taille. Il existe en blanc, il existe en noir. Il se met au plafond de façon très discrète. Un capteur couvre 300 mètres carrés environ. Ah oui. Donc on a vraiment une caméra 360 degrés qui couvre un spectre assez large et ça permet justement d'être hyper économique et de ne pas rentrer dans des usines à gaz pour analyser le comportement des clients en magasin. Le retail ayant des difficultés, le but c'est pas d'arriver avec des solutions à 50 000 €. Le but c'est plutôt d'avoir une solution à moins de 100 € par mois. Voilà l'idée. Bon, c'est bien, c'est rentré. Alors, on n'a pas parlé de la gestion de la donnée. Vous avez dit qu'elles sont anonymes, évidemment, c'est dans votre ADN, vous l'avez précisé. Après, c'est qui garde ces données-là, qui sont stockées chez vous, vous les stockez chez vos clients. Cette gestion de la data, comment vous la gérez ? Alors aujourd'hui, c'est géré sur le cloud, un cloud privé. Pour bien comprendre, tout ce qui est image est traité en live, supprimé, et on envoie simplement la position. Donc en fait, on va envoyer des trajectoires sur nos serveurs, et après nos serveurs vont transformer ces trajectoires en données synthétiques. C'est-à-dire nombre de personnes qui sont passées de la cabine d'essayage vers la caisse, nombre de personnes qui sont passées du rayon fashion vers la cabine d'essayage, etc. Donc on va avoir une compilation de ces données sur nos serveurs. Donc le capteur, lui, envoie simplement la donnée brute, c'est le parcours, et nos serveurs après retraitent la data en fonction aussi des besoins des clients. Par exemple, on est chez Nissan. Le comportement à analyser d'un client autour d'une voiture par rapport à un magasin de prêt-à-porter, le comportement face à, je veux dire, des vêtements, on n'a pas le même comportement. C'est-à-dire qu'une voiture, quelqu'un d'intéressé va passer plus de temps, va aller à plusieurs points autour de la voiture, alors que quand vous êtes devant un vêtement, vous n'avez que le vêtement en face de vous. Donc l'analyse est différente et on adapte aussi cette analyse aux besoins du client pour sortir en fait finalement le Nissan Qashqai nouvelle version, combien de personnes se sont arrêtées autour, combien de temps ils ont passé autour et après combien on en a vendu. Donc ça permet aussi de voir une efficacité. C'est complètement fou hein, aujourd'hui. Alors notre expert, évidemment, c'est une solution tout à fait pertinente ça. Merci. Oui, bah déjà, bravo. Et encore une fois, j'étais assez impressionné de la maturité, hein, parce que c'est vrai que souvent, on voit plein de choses passionnantes sur l'IA, notamment dans le traitement des images, mais c'est rare qu'on voit un tel niveau, je dirais, de mise en œuvre concrète dans des solutions. Donc, bah, félicitations. Non, je tiens à le dire parce que c'est vrai que l'analyse comportementale, c'est ça l'enjeu, c'est ça la problématique cruciale. Et c'est vrai que le en ligne permet de faire beaucoup de choses. Et hors ligne, jusqu'à présent, bah, c'est un peu le parent pauvre. Hein. Donc là, on voit en effet qu'on a un rattrapage, mais même une accélération. Et on a des choses beaucoup plus subtiles. On parlait de Nissan. Hein. Je me souviens encore de mes cours de vente où on nous apprenait que la réaction du consommateur, etc., il y va pas, les temps d'attente, bref. Mais c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, on peut comprendre et à partir de ça, analyser, anticiper, mettre en place des stratégies, on l'a dit, l'emplacement du produit, peut-être aussi le parcours client, le repenser, l'améliorer, on parlait de zone froide, zone chaude, etc. Donc on voit bien que l'intelligence a vraiment du sens et permet de changer et surtout d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc bravo, parce que et surtout, je dirais, une des grandes forces, c'est aussi de comprendre qu'on ne fait pas tout seul. Donc aller chercher une partie prenante comme BVA, pour en effet enrichir encore l'analyse et derrière en tirer une vraie étude, une vraie compréhension. Puis j'imagine, eux, ils vont très loin parce que c'est leur cœur de métier autour de ça et de comprendre que ce n'est pas en effet le vôtre, mais qu'à quelque part il y a des complémentarités. Je dirais, là encore, ça demande de l'intelligence, hein, d'aller en effet chercher. Après, je dirais, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est très riche, ce témoignage. Aujourd'hui, en tout cas, on voit que c'est des solutions adaptées et disponibles. On est sur des tarifs, je ne sais plus si un prix a été donné, mais en tout cas... 100 € par mois, c'est ça? J'ai retenu, moi. Ouais. Pour un petit magasin de 300 mètres carrés. Ouais, donc on voit qu'aujourd'hui, on est sur des choses tout à fait indolores, entre guillemets, par rapport à l'enjeu que ça peut représenter. Donc les gains sont vraiment significatifs. Et je suis très heureux parce que souvent, quand on parle de technologie type intelligence artificielle, on a du mal à concrétiser avec des cas d'études sur lesquels on arrive à mettre des gains, on arrive à mettre en effet une solution adaptée et disponible. Et là, enfin on a des choses concrètes. Bravo encore.
Alors moi, ce que j'aimerais, juste pour terminer, on peut bien sûr continuer à poser des questions, n'hésitez pas sur cet échange, mais sur l'idée des perspectives, parce que là, on a bien compris pour les magasins, on a bien compris pour Vinci, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres applications qu'on peut imaginer sur lesquelles vous êtes en cours de réflexion ? Alors oui, après le but c'est pas de se disperser non plus puisqu'on reste une petite équipe et on peut pas tout faire. En tout cas, je suis persuadé qu'on peut pas tout bien faire. Donc déjà, nous on se focalise sur notre métier et on veut bien le faire, ça c'est important. Maintenant, on a effectivement l'œil un peu c'est le cas de le dire, un peu partout. C'est-à-dire que les idées, moi je me lève tous les matins avec une nouvelle idée, donc c'est juste infernal, je me fatigue moi-même, donc je fatigue énormément mes équipes. Maintenant ils m'ont mis une petite lumière, alors quand j'ai une idée j'allume la lumière et puis ils savent que j'ai l'idée, ils viennent me voir quand ils ont un peu de temps, parce que je suis un peu fatigant. Simplement pour dire que typiquement dans l'appel d'offres que Keolis a gagné pour Transpol, on était dans l'appel d'offres sur des problématiques de sécurité, détecter que des personnes tombent, par exemple, détecter des mouvements de panique, détecter des personnes à mobilité réduite qu'on va pouvoir venir aider et anticiper. Enfin, voilà, tout un tas de problématiques de sécuritaire, détecter des agressions, par exemple, ou des choses comme ça. Donc vraiment dans un environnement plutôt sécuritaire. On a également en tête la Smart City. Aujourd'hui, on est arrêté bêtement à des feux rouges alors qu'il n'y a personne dans l'autre sens et la voiture, elle tourne, elle pollue bêtement. Moi, je suis persuadé que plus on fluidifiera le trafic, et ben moins on polluera. Ce qui n'est pas forcément la logique de tout le monde. Mais en tout cas, moi, je suis intimement persuadé que plus on va faciliter le flux, ben moins on polluera. On va pouvoir également indiquer aux gens où il y a des places de stationnement libres. On va pouvoir détecter toutes les problématiques sécuritaires, agressions, etc. Simplement en mettant de l'intelligence dans les lampadaires. Des lampadaires qui demain pourraient s'éteindre quand il n'y a personne, s'allumer quand il y a du monde, flasher quand il y a un danger d'accident pour prévenir un automobiliste. Enfin, tout un tas de choses qu'on pourrait imaginer demain dans la Smart City, dans le Smart Building. Bref, tout lieu qui accueille du public, on pourrait apporter une plus-value pour protéger les gens, pour les sécuriser ou pour apporter de l'analyse pour améliorer l'accueil, etc. Donc en fait, on est vraiment à 365 degrés. Il y a toutes les problématiques autour du smartphone. Vous avez tous une caméra sur vous. Vous avez tous un ordinateur sur vous. Aujourd'hui, les smartphones ont suffisamment de puissance pour faire tout un tas de choses. On peut imaginer énormément de choses autour du smartphone. L'achat coup de cœur, par exemple, je vois un sac à main, je le prends en photo, je l'ai demain chez moi. Voilà le genre de problématiques qu'on pourrait avoir. Et nous, on est là pour ça. Et aujourd'hui, on est extrêmement sollicité. On vient nous chercher sur des appels, on vient nous chercher pour des développements spécifiques sur du conseil en vente complémentaire, par exemple. On pousse une photo et nous, on vient proposer les produits qui vont avec, etc. Enfin, les spectres sont très larges. Après, on ne peut pas tout faire. Donc, voilà, une chose à la fois. Super, je vous propose bien sûr d'applaudir cet exemple incroyable. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le but du jeu, c'est de tout savoir et également de pousser cette curiosité jusqu'au bout avec ces témoignages. Alors, je vous propose d'avoir notre dernier intervenant. J'ai voulu évidemment vous faire parler un peu en dernier. Alors, Dominique Reyrat, vous êtes consultant, DR Conseil, mais au début, par maladresse, j'ai dit docteur quand j'en ai parlé avec Eric, mais c'est un peu le cas. Vous êtes un peu. Tout à fait. Vous êtes c'est un voulu. peu. C'est un peu voulu. Oui, C'est un oui. peu voulu. Vous êtes un peu le docteur. Vous êtes un expert des applications dotées en intelligence artificielle. Je vais rappeler brièvement votre parcours. Vous avez été directeur général d'une start-up en intelligence artificielle qui s'appelle Vekia, et également directeur de l'innovation d'un grand groupe international de services numériques qui s'appelle Atos. Et aujourd'hui, vous êtes consultant pour accompagner notamment toutes les problématiques et les structures qui désirent s'intéresser à l'intelligence artificielle. Alors, par rapport à ce qui a été dit depuis le début, on en parle beaucoup déjà, il y a eu beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous pensez des exemples qui ont déjà été présentés ? Déjà, on voit que le spectre est large. Deux constats, le spectre est large et ensuite, il est extrêmement bougeant. Ça évolue très vite et demain nous réserve encore de belles surprises. Voilà ma première réaction. Moi, je suis enthousiaste face à ces évolutions. Il faut les capter pour créer de la valeur pour l'économie, mais également pour les personnes.
Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, ça a vraiment une importance incroyable. D'ailleurs, pour ces 5 défis, vous savez, on est parti dans le domaine de la santé, de la logistique. On a traversé énormément de domaines extrêmement variés. Il n'y a pas eu une journée où on n'a pas parlé d'intelligence artificielle pour dire à quel point aujourd'hui, et c'est la première année qu'on en parle autant dans ces rencontres de la recherche et de l'innovation, ça a pris vraiment une place extrêmement forte. Vous avez un exemple, c'est la fameuse phrase de Poutine pour marquer l'exemple? Oui, alors effectivement, on en parle maintenant dans le grand public, mais les scientifiques se sont emparés du sujet. Il y a eu vraiment un renouveau il y a une dizaine d'années. Et les politiques, la puissance publique, depuis quelques années, Poutine, effectivement, donc c'était début 2017, me semble-t-il, hein, il a eu cette phrase choc, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle gouvernera le monde. C'est vrai que quand on voit les... Voilà. Donc c'est pas un utopiste. Je pense que c'est pas un amateur non plus. C'est pas un effet de manche de journaliste. Ça, c'est une réalité. Quand on voit il y a des domaines d'application qui sont très vastes, mais il y a aussi un phénomène une mécanique liée à l'intelligence artificielle où plus vous accumulez de données, plus vous accumulez d'usages, plus vous êtes intelligent. Tout à l'heure, Franck le parlait du mécanisme d'apprentissage. Bien, effectivement, les premiers ont un avantage parce qu'ils accumulent de plus en plus d'expérience, donc ils sont de plus en plus intelligents. Et si vous démarrez après, eh bien, vous avez un handicap. D'où l'importance du plan qui a été lancé en France, mais qui a à une échelle, c'est très bien de le faire, c'est juste 10 fois plus petit que celui qui est fait en Chine. Parce qu'on parle toujours des États-Unis, mais la Chine, c'est très, très, très fort en intelligence artificielle. Alors, pour donner une idée de la vitesse à laquelle ça va, vous avez un exemple sur le génome humain? Oui, alors le génome humain, il a été décodé. Donc, le premier décodage a demandé 14 ans d'effort. Il a coûté 3 milliards de dollars. Maintenant, décoder un génome humain complet, je parle bien complet, hein, donc l'équivalent des 13 ans, ça demande 1 heure et ça coûte 1 000 dollars. Voilà, on passe de 13 ans à 1 heure et de 3 milliards à 1 000 dollars. Et vous m'avez dit, c'est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, cet accès-là, c'est fou. Au dernier Black Friday, le numéro 1 des tests génétiques, hein, mais qui ne sont pas sur le génome complet, là, mais sur l'exome, il en a vendu 1,5 million. Donc vous avez pour les recherches de paternité et puis les gènes à tendance pathologique sur les plus importants, tels qu'Alzheimer, ce genre de choses. Ils en ont vendu donc 1,5 million pour entre 50 et 100 dollars pièce. L'ensemble, on pense qu'il y aura aujourd'hui à peu près 10 millions de personnes qui ont fait le décodage de leur ADN. D'ici 2020-2021, il y aura 100 millions. Donc on voit tout de suite que mettre à disposition déjà le bienfait pour les personnes. Vous avez peut-être entendu parler d'Angelina Jolie qui s'est fait opérer parce qu'elle avait détecté qu'elle avait une prédisposition au cancer du sein. Mais là, quand vous avez une base de données de 100 millions de génomes, pour tout ce qui est l'industrie pharmaceutique, la santé, c'est une base de données également très importante. Alors, vous avez du coup travaillé sur quels étaient les prérequis pour appréhender l'intelligence artificielle, mais également les écueils à éviter. On va peut-être commencer, vous préférez commencer par quoi? Ce qu'il faut éviter ou Oui. Ce qu'il faut éviter, c'est de partir bille en tête, de ne pas être accompagné, parce que le domaine, il est très large. Le premier point, vraiment, l'écueil que, si vous lisez la littérature, le plus important, c'est d'avoir des données non biaisées. Donc dans l'intelligence artificielle, c'est un système qui apprend. Maintenant, si on lui montre des visages, je vais donner un exemple, que d'hommes, si on présente une femme, il aura peut-être du mal à reconnaître. Ou que des blancs, il aura du mal à reconnaître les noirs ou les asiatiques. Il y a quelques biais importants qui ont été menés, des projets qui ont été en échec là-dessus. Par exemple, Google qui avait lancé un système d'aide au recrutement. Et il s'était basé donc sur les recrutements qui étaient réalisés antérieurement. Donc après, ils se sont rendus compte que le système, il préconisait majoritairement des hommes, majoritairement des blancs. Parce que dans cette population de tech,
il y a moins d'un quart de femmes. Donc forcément, si on est un homme, on a une plus grande chance. Le système avait interprété, biaisé, en disant il vaut mieux être un homme, donc il faut plus pousser les hommes que les femmes. Donc ça, c'est un exemple de biais. Donc comme, ceci dit, aux êtres humains, l'endoctrinement, ça existe. Donc l'enseignement, voilà, il y a quand même une orientation. Donc ce qui est propre au système humain est également vrai dans les systèmes d'intelligence artificielle. Le biais, c'est le problème numéro 1, je dirais, dans l'intelligence artificielle. Vous m'avez dit aussi, l'humain, l'agilité de l'humain a une force, c'est franchement... Oui, parce que dès que l'on met ce genre de technologie en place, c'est très transformant, c'est perturbant, et ça transforme également les processus. Ça transforme même la nature même du travail des personnes. Ça fait repenser les processus de l'entreprise et la nature des tâches. Un comptable de demain sera complètement... Un expert comptable, par exemple, un expert comptable, il sera plus dans un rôle de conseil qu'aujourd'hui dans un rôle de vérification, parce que la vérification proprement dite sera faite par une machine qui, elle, pourra le faire de manière exhaustive, là où un expert comptable ne peut le faire que par sondage. Ou bien un radiologue. La lecture d'une radio, une machine fait ça nettement mieux qu'un être humain. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, c'est cette capacité, c'est ce rythme-là. Est-ce que ça va avec cette capacité, on l'a parlé tout à l'heure, de la capacité de l'homme d'appréhender assez vite et de s'adapter par conséquent, puisque vous donnez l'exemple de la radiologie, c'est déjà le cas. Et aujourd'hui, on sait qu'on manque un peu de radiologues. Est-ce que demain, ça va être compensé par ce métier-là? Voilà. Ça redistribue complètement les rôles. Le point délicat, alors je dirais, ça c'est le propre de toutes les technologies, je pense qu'on l'a vécu avec l'ère industrielle aussi, le fait de remplacer le labeur très physique avec des machines qui le faisaient, c'est quand même une très bonne chose, même si maintenant on voit les exosquelettes qui arrivent également en complément. Par contre, la nouveauté, c'est que le rythme d'évolution est très élevé. Et il est généralement plus élevé que le rythme d'assimilation par non seulement les personnes, mais l'organisation, les organisations à appréhender cela. Donc c'est pour ça que cette agilité, moi je vais jusqu'au point où on parle du changement en entreprise. Mais pourquoi parler encore de changement? Puisque le changement il est perpétuel, donc on est en évolution continue. Donc les organisations et les personnes doivent être dans une phase d'agilité et d'apprentissage permanent. Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour, on le voit bien. Bien bientôt, on va tous rentrer dans un magasin, on va regarder s'il n'y a pas un capteur au-dessus de nous, de Franck. Vous le ressentez, d'ailleurs, vous l'avez un peu dit, Franck, quand vous présentez votre projet, est-ce que les organisations à qui vous adressez, ils sont prêts à accueillir tout de suite? Vous avez besoin de, comme vient de le dire Dominique, vous avez besoin d'expliquer, ça y est, on y est? Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie d'un service qui n'était pas, alors aujourd'hui, à leur disposition? Vous êtes avant-gardiste ou pas? Alors, oui, je pense qu'on est un peu avant-gardiste, on est un peu les premiers sur ce secteur-là. Simplement, mes clients ont l'habitude de faire de l'analytique sur le web, puisque généralement, c'est direction générale et direction marketing que j'ai en face. Et l'analytique, ils en font déjà avec Google Analytics ou Omniture ou d'autres outils. Donc, quand j'arrive et que je présente l'outil, l'application, j'ai pas besoin de convaincre de l'utilité, ça m'arrive jamais. Et vu le prix, j'ai pas non plus besoin de convaincre. Et généralement, quand j'ai un rendez-vous, je repars avec le bon de commande. Donc j'ai quand même cette chance-là qui est assez extraordinaire. Force de conviction exceptionnelle. D'ailleurs, je vais en commander 5 pour chez moi. Ça surveille les enfants quand ils sortent aussi, hein, c'est ça? Pas encore, mais on pourrait imaginer, oui. Oui, alors Dominique, il y a forcément beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. On en a parfois un peu peur. Est-ce que c'est justifié ou pas? Faut pas plus avoir peur de l'intelligence artificielle que des humains, je dirais. Donc, est-ce qu'on a confiance dans l'être humain ou pas? Moi, je dirais que ces technologies-là, on voit toujours la dimension innovation parce que je nommerai la partie émergée de l'iceberg. Par exemple,
donner un cas d'exemple. Alors, sur la maintenance des chaudières. Qu'est-ce que vient faire l'intelligence artificielle dans la maintenance des chaudières? C'est un projet que j'ai mené avec NG Home Services. Et un gros problème dans la maintenance des chaudières, vous l'avez peut-être vécu, personnellement je l'ai vécu, quand vous avez une chaudière qui est en panne et que c'est un hiver glacial, vous êtes très mal. Si en plus vous avez un enfant, vous êtes en bas âge, vous êtes très très mal. Et si le technicien vous dit qu'il y a une pièce qui est défaillante, mais qu'elle n'est pas disponible dans sa camionnette, vous êtes extrêmement mal. Surtout quand moi, après, ça a pris 4 jours pour avoir une chaudière qui fonctionne bien. Engie, ils sont venus en demandant comment on peut diminuer ce sujet de deuxième visite qui génère une très grande insatisfaction chez les clients et qui coûte très très cher. Très cher, c'est-à-dire c'est 2 bons chiffres de marge de l'entreprise. On a résolu ce problème-là avec une prédiction des besoins de pièces lors des interventions. Et donc, plutôt que constater a posteriori qu'on avait besoin d'une pièce, on a anticipé. Le système a prédit qu'on aurait besoin de la sonde lambda, truc muche, pour sonde de température et ainsi de suite. Et donc, bien mieux que le faisaient les personnes de manière empirique, parce que de toute façon, ils n'y consacraient pas l'énergie suffisante. Songez que ça fait 100 000 références de pièces. Vous avez des milliers de techniciens, et bien entendu, les chaudières dans le nord de la France, dans le sud de la France, dans le collectif, dans l'individuel, en appartement ou en villa, ce ne sont pas les mêmes. Donc, prévoir cela à l'échelle humaine, c'était infaisable. Donc, on a mis en place un système, une solution d'intelligence artificielle pour prédire les besoins en pièces détachées. Bon, ça c'est... Et en plus, ça marche. Top. Donc on dit, voilà, l'innovation s'arrête là. Mais avec une approche agile et également globale de l'entreprise, on peut aller plus loin. Par exemple, comme on peut prédire, avant les prévisions étaient faites par les responsables d'agence. Là, on peut les faire, c'est un système, donc il peut les faire de manière centralisée, en globalisant, donc avec 2 effets positifs. 1, on réduit les coûts d'achat, puisqu'on les globalise. 2, on va réduire les coûts logistiques. Mais ensuite, deuxième effet positif, plutôt côté business, comme on a satisfait les personnes, on augmente leur fidélité. Et leur fidélité, ça permet de construire une image non plus simplement de réparateur de chaudière, mais de tiers de confiance, de partenaires de confiance. Et une fois que donc on améliore également la top line, puisqu'il y a une meilleure fidélité des clients. Et donc, troisième effet, cette image de partenaire ou de tiers de confiance vous permet de vendre des services additionnels, parce que vous avez confiance dans la qualité de l'intervenant. Et donc, ça permet, par exemple, à Engie de vendre des thermostats intelligents, donc qui génèrent à la fois une satisfaction du client, mais qui améliorent le business. Donc, on voit bien qu'à partir d'une petite innovation, petite entre guillemets, d'une innovation technologique, si on la globalise et qu'on la met en œuvre dans l'ensemble de l'entreprise, on a un effet de levier qui est sans commune mesure. Et moi, j'aime bien toujours cette analogie, utiliser cette image du levier avec l'innovation. Je dis, vous savez, la phrase de Pythagore, c'est quand même 3 siècles avant notre ère. Donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai le monde. J'ai dit c'est 3e siècle avant notre ère, pardon, avant Jésus-Christ. Donc, on peut prendre cette analogie, on dit la force, ce jour, ce qu'on voit dans l'innovation, c'est la qualité du produit ou du nouveau service. Donc ça, c'est la force. Voilà, mais après, vous avez le levier. Il peut être très très long, ce levier. Et ce levier, c'est le dispositif opérationnel et commercial. Et puis, vous avez le point d'appui. Point d'appui, la proposition de valeur que vous faites à votre client. Si vous la mettez le plus près possible du client, vous avez un effet démultiplicateur important. Donc moi, c'est comme ça que je conçois l'innovation, dans cette approche systémique de levier. L'innovation technologique, produit, l'accompagnement, l'opération de l'entreprise, le commerce, et puis la proposition de valeur, le sens que l'on va y donner au client.
Dans votre mission, alors on a bien compris quel était l'intérêt et le type d'accompagnement également que vous réalisez. Dans votre accompagnement, est-ce que vous gérez aussi la notion de technologie, de montrer, de trouver ses compétences pour les entreprises que vous accompagnez? C'est aussi l'un des enjeux. Il faut acquérir les compétences techniques également pour pouvoir mettre en place tout ça. Je vulgarise, après je les mets en rapport avec des sociétés, par exemple celles qui sont ici, pour mettre en œuvre les projets. Très bien. Si vous avez des questions sur l'intelligence artificielle et sur son application en entreprise ou autre, n'hésitez pas. Alors, je vous en prie, on va voir. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je suis de Lille et je n'ai aucune compétence. Elles viendront peut-être avec l'âge. Donc, je voulais poser une question sur ce que vous venez de nous dire sur le décryptage des chaînes protéiques. Je trouve que c'est très intéressant de voir les évolutions. On a eu une journée de réflexion à Euramédecine. C'est très bien ce qu'ils font. Par contre, moi, j'ai des interrogations et beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir de ce que nous allons devenir. Les Chinois ont fait une expérience récente avec les pinces Crips pour évacuer le sida des enfants qui risquaient d'être contaminés. J'ai lu dans mon jeune âge certains ouvrages, Huxley, Le meilleur des mondes, et après il y a eu L'œuf transparent. Testard avait arrêté ses recherches, il était directeur de recherche à l'INRA, parce qu'il avait peur qu'on fasse des chimères. Ne risque-t-on pas demain de faire des chimères et de voir par exemple, lorsqu'on arrivera ici en réunion, 10 clones qui rentrent et on se demandera lequel est ma personne. Là, j'entends la meilleure version de moi-même, c'est ça, par exemple. Alors, au sens large, votre inquiétude, c'est de savoir cette technologie qu'on est en train d'appréhender, parce que là, on parle de quelque chose de précis qui va au-delà aussi de l'intelligence artificielle, mais au sens large, est-ce que la machine peut déjà passer ce qu'on a prévu pour elle? Et est-ce qu'on va dans le bon sens? Alors, déjà, dans le bon sens, vous avez déjà répondu, mais quand on parle d'intelligence artificielle, est-ce que c'est déjà allé au-delà de ce qu'on pouvait attendre au départ? En fait, moi, je ne sais dire aujourd'hui ce que l'intelligence artificielle peut faire. Le domaine d'application est très large. Il y a une limite qui est assez partagée, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien avoir des intelligences artificielles qui soient très focalisées sur une tâche donnée. Par exemple, on parlait identifier distinguer un être humain d'autre chose, d'un animal, un homme, d'une femme, et ainsi de suite. Ça fonctionne très bien. Prévoir les pièces détachées, ça fonctionne bien. Par contre, avoir une intelligence artificielle qui soit holistique, c'est-à-dire qui sache traiter aussi bien le domaine donc de reconnaissance, de parole, artistique, mathématique, avoir une vision, une intelligence artificielle qui soit très large, ça, on ne sait pas encore le faire. Est-ce qu'on saura le faire? Peut-être. Quand? Là, je ne sais pas. Les avis divergent beaucoup sur ce point-là. Par contre, sur le fait que, en gros, toute tâche qui peut être, on va dire, qui a un caractère répétitif, qui se répète plusieurs fois, oui, une machine peut l'apprendre et le faire même mieux qu'un homme. Alors, j'ai eu la chance d'animer lors des rencontres des RRI, des rencontres régionales de l'innovation et de la recherche, j'ai la chance d'animer la conférence qui avait lieu à la Serre numérique à Valenciennes sur l'intelligence artificielle appliquée à l'art. Et dans ce cadre-là, il y avait, vous me confirmerez ou pas, il y avait un chercheur, une entreprise qui venait de Belgique, entre autres, et qui, dans ses recherches, constatait que dans ce qu'on lui donnait comme mission précise à la machine, souvent, elle allait au-delà de ce qu'il lui demandait. Il chiffrait ça à 110, à 130% au-delà de ce que lui demandait au niveau des attentes. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà observé ou pas? Moi, personnellement, non, parce que j'ai toujours travaillé dans le domaine de la prédiction d'événements à venir. Donc, vous savez ce que c'est une prédiction à 100% de réussite? C'est un coup de chance. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qui va réellement se passer. Donc ce cas-là, je n'ai pas pu le constater. J'ai un deuxième cas en tête. J'étais il y a une semaine à peu près ici pour Eurotechnologie.
dans un autre débat sur l'innovation appliquée aux administrations. Alors, je ne vais pas donner le nom de l'administration, mais qui avait fait un chatbot augmenté d'intelligence artificielle. Vous avez demandé à la machine d'apprendre son vocabulaire par rapport aux mots auxquels elle était confrontée et un accès direct à Internet pour avoir. Ils ont arrêté parce que la machine avait appris à insulter, en fait. C'est-à-dire que comme dans le chatbot, on lui avait, je vais pas donner le nom de l'administration en question, hein, mais donc ils avaient arrêté, ils avaient limité volontairement du coup l'intelligence artificielle de cette machine pour pouvoir de cette démarche, parce que ça allait au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, non pas. Bon, voilà, c'est quelques exemples que j'ai en tête qu'on me témoigne de temps en temps, mais alors faut-il en avoir peur dans le génome humain ou dans ce qu'on peut avoir ou pas, mais ça fait partie des fantasmes. Mais en général, d'accord, on distingue, en général, ça s'arrête. Franck, vous n'êtes jamais confronté à ça dans vos Non, parce qu'en fait, à chaque fois, on développe l'intelligence artificielle pour répondre à une tâche particulière. On ne développe pas un système qui auto-apprend selon ses désirs. Enfin, aujourd'hui, ça sera peut-être possible un jour, mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et les tâches, en fait, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. On a juste affaire à des crétins finis. Un ordinateur, il n'est pas plus bête qu'un ordinateur. Il ne sait rien faire par lui-même, contrairement à un être humain. Le peu de choses qu'il sait faire aujourd'hui, c'est ce qu'on lui a appris à faire. Donc, mais je dis bien aujourd'hui, parce que effectivement, il y a de plus en plus de recherches qui amènent à des choses qui pourraient être inquiétantes demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est au balbutiement du début d'un commencement de peut-être de faire quelque chose avec l'intelligence artificielle. Alors pour ceux qui ont suivi la première édition de ce défi Welcome You, on avait déjà évoqué l'intelligence artificielle, notamment avec un monsieur qui était au CRIL, au Centre de recherche informatique de Lens, je pense, qui est un chercheur en CNRS, qui parlait d'intelligence artificielle forte. Quand vous parlez d'intelligence artificielle faible, vous l'avez parlé, c'est le deep learning. On apprend à la machine à faire une tâche précise. Et là, il était en recherche, on n'y est pas encore. C'est-à-dire l'état de conscience d'une machine, ça, on n'y est pas encore du tout. Hein. Non, effectivement. Là, on est à l'étape aujourd'hui où on spécialise des machines, des moteurs d'intelligence artificielle pour une tâche donnée. L'étape d'après, c'est que soit capable d'auto-apprendre des variantes, des divergences. Par contre, le système holistique, on n'y est pas encore. Monsieur Leclerc, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, j'ai 3 questions. La première, je reviens de Shanghai où le système de caméra est très diffusé partout. Et on note à la fois les informations sur les plateformes Alibaba, les caméras, les WhatsApp, etc., les WeChat plutôt. Donc j'aimerais que vous puissiez parler un petit peu de vos concurrents et de la façon dont vous, IVS, vous êtes dans ce monde placé, parce que votre concurrence est mondiale. J'aurais aussi une question à la fois pour les 2 entreprises, c'est comment est-ce que vous faites pour valider votre business model et facturer? Au fond, vous arrivez avec des préconisations, vous faites un blockchain, je ne sais pas comment vous valorisez ça, comment vous facturez. Et 3e question pour notre spécialiste en intelligence artificielle. Finalement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça s'adresse à qui? C'est plutôt des boîtes qui font 1000 personnes, où on arrive à descendre à 10 personnes. Les prédispositions, j'imagine qu'il faut un dirigeant d'entreprise qui soit éclairé, innovant, etc. Mais dans cette vague qui arrive, ça concerne qui aujourd'hui? Ça ne concerne pas qui aujourd'hui? Donc j'ai 3 questions, 3 personnes. Merci. Okay. Bon. Votre concurrence, comment ça se porte? Effectivement, la concurrence est mondiale. Alors, on n'a pas les mêmes législations dans les différents pays. Effectivement, quand vous allez en Chine, si vous traversez en dehors des clous, vous avez un grand panneau d'affichage qui dit votre nom et l'amende que vous venez de prendre parce que vous êtes traversé en dehors des clous. Donc, on en arrive jusqu'à ces délires-là en Chine où on est dans un état dictatorial et voilà. Dieu merci, on en est loin en Europe et même aux États-Unis où la législation est plus souple que chez nous. Nous, on ne fait pas de reconnaissance faciale quand on a créé la société, on faisait très attention aux données personnelles avant même que la GDPR existe. Aujourd'hui, elle va dans le bon sens, je pense. Voilà, donc je dirais que nous, on est plus ou moins protégés par rapport à ça. Clairement, les concurrents, effectivement, sont chinois. Par chance, aujourd'hui, les leaders chinois dans ce domaine-là commercialisent avant tout en Chine.
Par chance également, ils sont sur des usines à gaz qui coûtent cher, là où nous, on a des solutions extrêmement low cost. Donc on a eu une approche peut-être un peu plus maligne, en tout cas pour l'instant, mais on sait très bien qu'on sera copié. Voilà. Maintenant, on s'adresse au marché des commerçants. Des magasins de moins de 300 mètres carrés qui sont notre cœur de cible, il y en a 15 millions dans le monde. Donc même si on est 10 sur ce marché-là, ça va, il reste de la marge. Aujourd'hui, globalement, je n'ai pas réellement de gros concurrents en France. Il y a quelques boîtes, quelques startups qui font des technologies proches de la nôtre, mais ils sont beaucoup plus chers. Et aujourd'hui, on est en train de plus ou moins de prendre le marché français. En tout cas, on est de plus en plus sollicité et même des géants comme Nissan, ils ont regardé toutes les solutions concurrentes et il est apparu qu'on était 4 fois moins cher que la moins chère des sociétés concurrentes avec un service supplémentaire. Donc pour l'instant, on est, je dirais, plutôt bien parti sur les starting blocks. Maintenant, on est très vigilant, toujours vigilant de ce qui se passe autour, non seulement sur la concurrence, mais aussi sur les nouveaux algorithmes qui existent. L'idée, c'est de rendre notre système de plus en plus performant pour être capable d'apporter de plus en plus de services et d'être de moins en moins cher. Voilà, donc clairement, la concurrence mène le marché. Et pour répondre à la deuxième question sur ma partie, sur le modèle économique, aujourd'hui, on est sur un système SaaS d'abonnement. C'est un système qui marche bien pour les startups. On aime bien généralement. Et puis, les fonds d'investissement, ils aiment bien aussi le MRR, Monthly Recurrent Revenue, donc le revenu récurrent. Donc clairement, on est sur un modèle d'abonnement. Aujourd'hui, on a des frais de setup sur notre boîtier pour couvrir les jours hommes qui nécessaires à définir les zones. Et puis après, on est sur de l'abonnement. Alors nous, on a une originalité, c'est qu'on fait sans engagement. Quand le client, il n'y a plus besoin de la data, il nous renvoie le boîtier et l'abonnement se termine. Et aujourd'hui, on n'a aucun client qui nous renvoie les boîtiers. Donc c'est plutôt bon signe. Je pense qu'en tout cas, on a le bon modèle en tout cas, en ce qui nous concerne. Vous avez une volonté de développement assez vite à l'international ou pas? Alors, de manière virale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas pour ambition d'avoir un bureau dans tous les pays du monde parce que c'est pas scalable et puis ça coûte une blinde. C'est pas le sujet. Néanmoins, on accompagne nos clients français à l'international. On est à New York, on est en Angleterre, on est à Berlin, en Espagne, on est même à Stockholm. Donc, on commence de manière virale à accompagner nos clients à l'international. Le groupe qu'on a rejoint, BVA, est également pas mal implanté à l'international, notamment en Chine via PRS, donc une de ses filiales. Donc l'idée, c'est aussi de faire de manière virale par notre partenaire clé le déploiement à l'international. Mais dès le départ, notre techno a été prévu pour être internationalisable. Notre boîtier s'adapte au fuseau horaire, la data est en 3 langues. Voilà, il n'y a pas de souci majeur à se déployer, si ce n'est qu'il ne faut pas griller les étapes, il ne faut pas avoir le ventre plus gros que les yeux, ou l'inverse, les yeux plus gros que le ventre. Voilà, il faut, step by step, pour l'instant, on assoit déjà notre techno sur le marché français. On fait nos preuves sur le marché français, notamment sur l'utilisation de cette data. Et puis après, on attaquera l'international quand ce sera le vrai sujet, quoi. Alors pour My Blockchain Company, votre business model, comment vous valorisez votre travail? Nous, ça va être forcément dû au temps passé. Le temps passé sur un projet du départ, de l'identification jusqu'au développement, le nombre de personnes qui vont être mises dessus. Et puis après, aussi un peu à la manière, si on développe des solutions propriétaires, c'est un petit peu comme les solutions SaaS. Nous, on appelle ça BaaS, Blockchain as a Service. Donc après, voilà, ça va être sur de l'abonnement et de l'utilisation de données. Voilà, ça répond à la question. Pour la dernière question, à qui s'adresse, à quelle taille? Est-ce qu'il y a une taille critique pour s'adresser? Aujourd'hui, ça s'adresse aux entreprises de taille moyenne et grande. Il y a besoin d'une matière première qui est la donnée. Donc ça, c'est je dirais plutôt qu'un critère de taille, c'est est-ce que l'entreprise dispose déjà de la matière première et de la donnée. Ensuite, le deuxième critère, ça va être la disponibilité des ressources humaines. Parce qu'en fait, en intelligence artificielle, c'est pas compliqué. Vous avez une pénurie à l'échelle mondiale pour 10 ans, au moins, de ressources, de sachants, de gens qui sachent traiter la donnée, qui sachent personnaliser des algorithmes entre les data scientists, data analystes. Donc ça, vous avez une pénurie à l'échelle
mondiale. Quand on voit des gens qui savent manipuler les algorithmes d'intelligence artificielle dans la Silicon Valley, c'est un salaire qui est à 6 chiffres. Un bon codeur, il est à 200 000 $ par an en intelligence artificielle. Donc c'est juste pour montrer la pénurie de la ressource. Donc c'est-à-dire que on est aussi, on commence à avoir des solutions packagées. Donc pour la démocratisation de l'intelligence artificielle, on va encore demander quelques années pour que on va dire les solutions soient bien packagées, rodées et puissent être prises par un plus grand nombre de sociétés. Les grandes entreprises se dotent toutes de ressources de data analystes et data scientists. Donc eux, elles peuvent effectivement, sachant il y a des boîtes à outils qui existent, des algorithmes du marché qui sont issus du monde scientifique. La grande difficulté quand même, c'est à structurer tout ça, à mettre au point. Et ça demande beaucoup de compétences. Mais déjà, premier point, il faut la donnée. Si vous avez la donnée et que vous êtes une entreprise petite, attendez quelques années qu'il y ait des offres bien packagées. Mais par contre, continuez à stocker de la donnée. Et si vous n'en avez pas, commencez à la stocker. Et ensuite, si vous êtes une grande entreprise, ben là, vous pouvez, de toute façon, il y a déjà des travaux en cours. Et ce qui est important, c'est d'accumuler de l'expérience. Voilà, merci pour vos réponses. Eric, peut-être un dernier témoignage avant de clôturer cette première table ronde. Oui, déjà Dominique a beaucoup expliqué beaucoup de choses, donc je ne vais pas en rajouter sur ce qu'il a été dit. Simplement quelques éléments. Oui, l'intelligence artificielle, c'est probablement après Internet la grande vague à pas louper. Je pense qu'en effet, on est tous conscients que ça va changer énormément de choses, mais surtout aujourd'hui, on est à une maturité. Longtemps, c'était un serpent de mer qui avait du mal à arriver. On entend Watson depuis un certain temps, mais c'est vrai que derrière Watson, il y a beaucoup de choses qui se font. Et aujourd'hui, il y a une maturité. Alors moi, je ne vais pas rajouter des éléments sur ce qui a été dit, puissance de traitement, prédictif, données d'entrée, processus, etc. Comme quoi tout ça est nécessaire et permet de. Simplement, juste un point qui me tient à cœur, c'est en effet les gains. Ça a été dit, il y a des gains évidemment économiques, mais je pense qu'il faut élargir les gains. Ça a été un petit peu évoqué, mais je pense qu'il faut penser de plus en plus sociétal. Même pour des entreprises qui sont peut-être éloignées dans ce domaine, c'est qu'on a aussi, je dirais, des problématiques autour de l'image, autour, je dirais, de la relation avec, je dirais, les utilisateurs finaux. Et donc c'est vrai que c'est une nouvelle relation qui va se mettre en œuvre. Et ces bénéfices sociétaux, entre guillemets, qui élargissent en effet pas que les gains économiques, sont réellement à prendre en compte. Actuellement, je suis en train de travailler sur une adaptation de notre modèle qui était très orienté gains économiques pour intégrer des bénéfices sociétaux. Et je pense que c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui d'élargir, parce que l'intelligence artificielle, ça touche vraiment à l'intimité. Il y avait déjà les données personnelles, mais là, on traite la donnée personnelle, on l'a prédit. Enfin, ça a été dit sur la Chine, mais je dirais par-delà ça, c'est vrai qu'il y a une nouvelle relation qui va s'établir. Et donc, il faut la penser et surtout, il faut se positionner et l'intégrer. Si on ne l'intègre pas, on parlait de dérives, de biais aussi par rapport à la donnée, c'est ça le risque. C'est le risque, c'est que ça vous échappe. Le risque, c'est que quelque part, c'est un petit peu ce qu'on vit malheureusement, je dirais, avec des Facebook et autres. On voit que parfois, ça n'a pas été bien cadré. Et Madame Ricouard-Maillet en reparlera sûrement. Mais c'est vrai que c'est essentiel, pas seulement de manière législative, d'un point de vue obligation légale, mais vraiment en termes de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut en faire de la donnée? Qu'est-ce qu'on veut, je dirais, à quoi elle doit servir, pourquoi on l'exploite et qu'est-ce qu'on veut obtenir. Alors aujourd'hui, on a dit globalement, ça ne nous échappe pas, mais ce n'est pas si vrai que ça non plus. On le voit que les résultats qu'on peut obtenir peuvent être surprenants, ça peut déstabiliser des organisations. Donc vraiment, je pense que c'est indispensable d'avoir un temps d'avance sur la machine.